Oui. Comment ça va? Chocolat. Ah, sérieux? Le cheval, tu lui redonnes pas? ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عزيز الترك المعبود يا قلوب الحجر، قلوب طايشة مليانة بالخضر، تسلسل القبور وها الحق وها المنكر، الخز والصخر من هم البحر شكا، والرياح العاصفة هجرت البرق والرعد، خابين صخرة جامدة وعوافي زاندة وصهد الريح هامدة. هذا بمهما زوين غض هذا ما يرد عليه ولم يعرف الله لا دوا يداوي. حسبت 10 و10 عرفتها شحال تساوي. قرن 20 هذا عايشين عيش دبانة فرقانة، راه الفرق عظيم بين التفاح والرمانة. واش من الفرق بين انت وانت وانت وانا. En 1958, avec le décollage d'une caravelle d'Air France, mes parents avaient décidé que nous quittions le Maroc à jamais pour émigrer au Canada. En quelques minutes, nous abandonnions derrière nous 2000 ans d'histoire. Enfin, je n'avais su poser les questions du pourquoi de ce départ. 26 ans plus tard, adulte, cinéaste, je décidai de retourner dans mon pays d'origine, à la recherche de ces terres, à la recherche de ses ancêtres, à la recherche du temps perdu. Né à la porte du Sahara, dans une ville du sud marocain, mon enfance est remplie d'images de ces êtres mi-berbères, mi-noirs, qui apparaissaient sur leurs chameaux tels des mirages surgissant derrière les dunes de sable qui bordaient ma ville. Aussitôt qu'ils s'étaient approvisionnés dans les souks, les nomades s'éclipsaient à nouveau vers le désert, emportant avec eux nos imaginations d'enfants.
Mes parents avaient décidé de me séparer de ces frères de sang pour m'occidentaliser, alors qu'eux résistaient encore aux assauts de l'extérieur. Ce désert, c'est les racines africaines du Maroc. Lieu de jonction avec le reste du continent noir, c'est ici qu'est née, 12 siècles plus tôt, la nation marocaine. Aujourd'hui comme hier, c'est dans cet océan de sable et de pierre que va se jouer l'avenir du pays. Dès 642, avec le Coran comme seul étendard, les musulmans vont porter la parole du prophète aux confins des continents, ne s'arrêtant en Afrique qu'aux rives de l'Atlantique. Après les occupations phéniciennes, romaines et vandales, seul l'islam sunnite, à la fois orthodoxe et tolérant, trouvera écho chez les populations berbères, premiers habitants de ce Maghreb el-Aqsa, pays de l'extrême Occident. Ayant grandi dans un Maroc colonisé, on ne m'a jamais enseigné l'histoire de mon pays. J'ai dû me la fabriquer à partir de faits glanés à droite et à gauche, un amalgame de légendes, de fantasmes, d'images et de préjugés. Ce n'est que plus tard que j'appris et compris la complexité dans laquelle mon pays devait naître. ونشهد أنه الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له عبده ورسوله المبرور صلى الله حي على الصلاة. هذا الباب هو باب الزاوية القديم اللي كل حد جاي داخل زاير. C'est dans des zaouïas comme celle-ci que tout a commencé. Ces académies religieuses furent les lieux de formation et de mobilisation d'où partiront 5 des 6 dynasties qui façonneront la nation marocaine. La dernière, la dynastie alaouite, née dans la rigueur de ce désert en 1650, règne encore aujourd'hui sur le Maroc. Comme s'il était à lui seul le détenteur de tout l'islam, ce gardien de Zawiya semble éternel. Dans mon enfance, les hommes comme lui nous fascinaient. Ne sachant pas ce qui se passait derrière l'enceinte de ces murs, nous étions convaincus qu'ils possédaient des pouvoirs surhumains et qu'ils entraient en contact avec les êtres de l'au-delà. L'oxygène du Maroc est devenu l'islam. Un souhait, une incantation, même octet, est devenu prétexte à évoquer le nom d'Allah. Repoussant les appétits territoriaux des Européens et des Turcs, c'est, au début du siècle, un Maroc isolé et divisé qui confrontera sur le champ de bataille une France expansionniste, symbole du nouvel âge industriel.
من يكون له نفذ الشريعة ثم كذلك هذه البلايص كاملات ملانين من كتب الفقه والقرآن الكريم لحديث النبوي الشريف ثم كذلك هذا الشراجم ذوهم جايين من En 1912, la France sera en mesure d'imposer au Maroc un protectorat, par lequel elle sera libre d'introduire toutes les réformes qu'elle jugera utiles. Le maréchal Lyautey, qui aura le mandat avec son armée de pacifier le pays, reconnaîtra que nous sommes loin d'avoir affaire à des populations primitives, barbares et passives. Mais en une décennie, la France allait tout de même happer la génération de mon père. Marocain honteux, il allait tourner le dos à sa culture pour glorifier la française. Il est vrai qu'entre l'insalubrité et l'analphabétisme du Maroc, Jean Gabin, les voitures Citroën et la voix chaude de Mistinguett que la France lui offrait, le choix ne devait pas être très compliqué. Entre un Maroc déchiré par des Cibas, ses rébellions internes, et une Europe conquérante et ouverte sur le XXe siècle, qu'aurais-je choisi moi-même ? Qu'est devenue depuis la Madelon jolie des années 16 ? A-t-elle toujours les yeux étonnés d'être si bleus, la taille à l'aise ? A-t-elle toujours ce geste de la main un peu leste pour dire sois sage à ses amis d'un jour, amoureux des contours de son corsage ? Dans quel village est-elle, loin de sa clientèle, dans quel contrée ? Sous le ciel de quelle ville vit-elle encore agile ou retirée ? Est-elle passée près de moi dans la rue quelquefois, mon cœur en tremble ? A-t-elle dans sa famille, qui sait, une jolie fille qui lui ressemble ? En voyant hier soir au ciné une histoire de ce temps suranné, je me disais qu'à notre âge atomique, il est triste que cette époque devienne comique. Et j'allais au hasard dans les rues, retrouvant des images disparues de mon enfance, de la jeunesse de mon père, de ma mère et aussi de la guerre. Une de mes plus grandes joies d'adolescent était de quitter les bancs usés de l'école française pour aller les jours de fête en famille à la ferme que possédaient mes grands-parents. La menthe fraîchement cueillie taquinant l'odorat, le miel dégoulinant sur un pain encore chaud, des arbres chargés de figues fraîches se berçant au vent d'été du sirocco. Mes grands-parents n'étaient pas propriétaires d'une ferme, ils étaient les détenteurs du jardin d'Éden, oublié par Dieu, sur terre, au pied de l'Atlas. Quand elle s'installe au Maroc, la France y trouve un pays de 4 millions d'habitants, la grande majorité vivant en milieu rural. Villes nouvelles, barrages, ports commencent à surgir de terre. Les banques et les grandes compagnies s'installent et investissent. Les colons européens prennent possession de vastes domaines agricoles. Entre-temps,
Le paysan marocain, pourvoyeur des siens, continuera bien au-delà des années 50 à défricher la terre par le simple soc de sa charrue. S'il résiste par le seul poids de la tradition, le paysan sait scrupuleusement sélectionner chez l'Européen ce qui l'enrichira. Des générations entières de Marocains seront éduqués à la française. Ces connaissances acquises permettront plus tard à ces mêmes enfants devenus adultes de demander des comptes à l'État français. En fait, la résistance à la colonisation ne cessera jamais au Maroc, sinon pour laisser place à la Deuxième Guerre mondiale. En 1927, il aura fallu 2 ans aux armées françaises et espagnoles pour amener dans les massifs montagneux du Rif les troupes rebelles d'Abdelkrim à abdiquer. Cette même année, les Français imposent sur le trône chérifien un jeune sultan, Sidi Mohamed Ben Youssef, qu'on dit faible et influençable. De culture exclusivement arabe, parfois indécis, Sidi Mohamed se révélera, l'exercice du pouvoir aidant, un grand chef d'État. Commandeur des croyants, puisque descendant d'Ali et de la fille du prophète, digne ancêtre de cette dynastie alaouite, Sidi Mohamed apprit à composer avec la France sans pour autant céder aux pressions colonisatrices. Né le 9 juillet 1929, le fils aîné du sultan Sidi Mohamed portera le nom de son illustre aïeul. Moulay El Hassan, 35e descendant du prophète, sera élevé et éduqué pour exercer le métier de roi. Le fils aîné du sultan, Hassan, était souvent montré en photo sur les premières pages de nos journaux. Enfant modèle pour nos parents, il nous était souvent cité en exemple. Si l'on connaissait Sidi Mohamed, père, la mère de Hassan était tenue à l'écart de nos yeux. Nos imaginations voguaient alors sur une interprétation spirituelle. Sidi Mohamed recevait ses enfants directement de Dieu, ou celle plus précoce de nos fantasmes, le roi possédait un harem et ses enfants étaient aussi nombreux que ses femmes. Ce n'est que plus tard que je compris l'une des plus grandes subtilités qui permit aux dynasties de faire l'unité du Maroc. Afin de lier éternellement berbères et arabes, le roi devait épouser dans l'anonymat une femme du peuple, d'origine berbère, qui lui donnerait ses héritiers. Cette tradition, vieille de 12 siècles, se perpétue encore aujourd'hui. Lorsque mes parents nous amenaient en vacances à Marrakech, l'habitude voulait qu'attablé à la terrasse d'un café, j'attendais impatiemment qu'apparaissent les saltimbanques. Bouche bée d'admiration derrière mon Coca-Cola, je regardais ces amuseurs publics, convaincus qu'ils étaient des magiciens venus d'un autre monde. 30 ans plus tard, comme pour leur signifier ma complicité d'antan, je retournais les voir pour partager avec eux un bout de leur sort quotidien.
Les Gnawa, descendants des esclaves guinéens, troubadours publics de père en fils, chantent de longues mélopées qui comptent les joies et les malheurs du petit peuple. Les miséreux ont eux aussi créé et perpétué leur propre dynastie. Fondée au XIe siècle, maintes fois capitale du royaume, Marrakech, berbère et guerrière, est la rivale tantôt violente, tantôt pacifique de Fès, l'arabe et la lettrée. En suivant Ibrahim et son fils, des bribes de souvenirs me reviennent. Marrakech, c'était les levées de soleil, ce parfum de mimosa et de fleurs d'oranger, ces maisons au carrelage mouillé et aux volets clos, qui tentaient en vain de repousser la chaleur étouffante venue du désert. Marrakech, c'est aussi la partie berbère en moi, celle qui me vient par ma mère. Lorsque mes parents se chamaillaient, mon père exacerbé finissait par accuser ma mère de chleu, de berbère. Avec ce dernier mot, il avait tout dit. Composant 60% de la population marocaine, les Berbères sont ici chez eux. Fiers, têtus, indépendants, ils ont su donner à Marrakech le visage de leur âme. والله هذا عكس اللي درتي معايا غير الا تقتل لك جلدك Côtoyant aujourd'hui cette foule mouvante, véritable fourmilière humaine, je retrouve les mêmes sentiments. Une euphorie unique que cette place a toujours provoquée en moi. Le sens d'appartenir, d'être un avec tous. Mon cousin qui habitait Marrakech décida un jour pour m'épater de se déguiser en Gnawa. Après une maigre journée où nous avions ramassé à peine quelques francs, on alla à Djama El Fna afin de mieux étudier l'art des jeunes Gnawa. Humilié mais en extase devant tant de talent, on ne put s'empêcher de remettre aux Gnawa, en guise de don, notre recette de la journée. Ces quelques sous, 30 ans plus tard, cet autre Gnawa, ressemblant à celui de mon enfance, les quémande. Et c'est de cela que les siens vivront ce soir. Mais est-ce le bruit, les odeurs, la pauvreté, la promiscuité? Montréal, avec ses rues calmes et enneigées, me semble si loin d'ici. Alors que me confronte sans pudeur, à cœur ouvert, cette cour des miracles, miroir du Maroc d'aujourd'hui. Au milieu de cette foule suffocante, je me sens seul. La réalité semble glisser sous mes pieds. Le temps virevolte. Les années s'entremêlent et s'entrechoquent au gré d'une mémoire dont je ne contrôle plus le débit. عبيد الصنك المعبود يا قلوب الحجر قلوب طايشة مليانة بالغدر سلسلة القبور وها الحق وها المنكر الخز الصخر من هم البحر شكا والرياح العاصفة هجرت البرق والرعد ما بين صخرة جامدة وعوافي زاندة وصهد الريح هامدة هذا بمهماز وينغز هذا ما يرد عليه لا دواء يداوي حسبت 10 و10 عرفتها شحال تساوي قرن 20 هذا عايشين عيش الدبانة في البطانة
راه الفرق عظيم بين التفاح والرمانة. واش من فرق بين انت وانت وانا. En 1947, Sidi Mohamed revendique pour la première fois officiellement l'indépendance pour son pays. Du même coup, le monarque enlève à l'unique parti nationaliste, l'Istiklal, le monopole de la lutte pour la libération nationale. Lorsque le sultan se rend en France à bord du croiseur Georges Legge, ce n'est pas uniquement pour des raisons protocolaires. Il se plaint du résident général Juin, qui se comporte comme si le Maroc est non un protectorat, mais une colonie. Le sultan, un simple haut fonctionnaire au service de la République. Sidi Mohamed soumet alors au président Vincent Auriol que seule une réforme de structure qui mettrait fin au régime de protectorat peut donner au rapport maroco-français une base plus solide et plus saine. La réponse du gouvernement français sera une fin de non-recevoir. Mais la forme est sauve. À 20 ans, le prince Moulay Hassan reçoit de l'université de Bordeaux son diplôme de droit. Par lui, le trône alaouite signifie à la France que la relève moderne est arrivée et que les Marocains sont prêts, avec ou sans leur consentement, à reprendre en main les destinées de leur pays. De l'IOT au Maroc, il ne reste plus qu'un nom de lycée. Les mêmes professeurs qu'à l'époque du protectorat y dispensent les mêmes cours à leurs concitoyens, ainsi qu'à l'élite marocaine, qui aujourd'hui se fait un honneur d'éduquer ses enfants à la française. On va préparer un commandement unique. Ce commandement unique, on le confie au général Foch. Le front est bousculé, les Allemands arrivent à 60 km de Paris. Cette dernière ruée allemande a été déclenchée avec une grande soudaineté, avec un grand secret dans la préparation. Dans les années 50, pendant que le nationalisme marocain prenait forme, l'école s'empressait de bourrer nos crânes d'enfants sur la suprématie de la France. Ayant appris que mes ancêtres étaient gaulois, ma génération allait grandir des étrangers dans leur propre pays. Le 20 août 1953, des chars blindés encerclent le palais royal. Refusant d'abdiquer, c'est revolver au dos que Sidi Mohamed est exilé à Madagascar. Faisant son complice du pacha berbère de Marrakech, le Glaoui, la France tentera de diviser le peuple en semant la discorde entre Arabes et Berbères. Le parti de l'Istiklal lance alors un mouvement de protestation violente à travers le royaume. Quand la violence fit éruption dans ma rue, je crus d'abord à un jeu. Mais lorsque devant moi l'asphalte se déchiquetait sous le choc des cocktails Molotov, lorsque derrière les rideaux entr'ouverts de ma chambre, j'observais dans la nuit les tentes prendre possession de ma rue, je commençais alors à saisir qu'entre les leçons d'histoire de France qu'on me dispensait à l'école et la vraie vie au Maroc, il y avait un écart que la violence était en train de combler. Créée en l'an 809, Fès, capitale spirituelle du pays et berceau du nationalisme, est la plus prestigieuse cité de l'islam médiéval. Fès, enchâssée dans ses remparts, ne se livre pas dès l'abord. Dans ce décor moyenâgeux, bruit, parfums, mouvements et couleurs s'entremêlent pour créer une douce ivresse. Fès, c'est une ville européenne qui a traversé le continent. C'est l'Andalousie en Afrique. En 818, 10 000 familles musulmanes chassées de Cordoue puis de Kérouan s'y sont installées pour donner naissance à ce qui deviendra le cœur religieux, spirituel et culturel du royaume chérifien.
c'est encore sur cette place Séraphine que travaillent toujours tauliers, artisans, ferblantiers qui, de père en fils, perpétuent la tradition de l'art hispano-arabe. Je me souviens, mon père m'amenant un jour à Fès dans l'arrière-boutique d'un de ses camarades, il me confronta avec l'idée d'être soit bijoutier comme son ami, ou tailleur comme lui. Je lui dis que je préférais être photographe. J'en fus quitte pour une bonne gifle. Photographe, ce n'était pas un métier d'artisan, c'était du charlatanisme moderne. Messieurs, dames, vous êtes dans le quartier des tannages le plus grand à Fès. C'est le métier le plus dur, le plus... Depuis la déposition de Sidi Mohamed, le Maroc était devenu un brasier ardent. L'escalade avait transformé le pays en un champ de bataille miné. La guerre d'usure était bel et bien engagée. Alors que la France exhibait les épouvantails du bolchevisme et du communisme, le peuple répondait par un seul slogan: Istiklal, indépendance. On les laisse tremper dans des bains d'eau et de la chaux, une semaine, 2, 3, jusqu'à 1 mois. Et puis on enlève les peaux pour gratter et on le mettra les morts et les poils. De là-haut, c'est plus joli. Hein. Combien de fois dans les shops de tailleurs de mon père, ai-je été le témoin silencieux de ces Français qui, se faisant faire un costume, clamaient tout haut, avec arrogance, que l'indépendance ne se ferait jamais, et que tous ces ratons, ces bougnoules et ces bicots seront bientôt matés comme des chiens. Aujourd'hui, face à cette France métamorphosée en touriste docile, le souvenir doux amer de cette époque pas si lointaine persiste. Mais le temps me joue des tours. Comment s'expliquer le lot actuel de ces tanneurs, trop jeunes pour avoir connu le protectorat? Leur condition est aussi dure à supporter que cette époque où l'on pouvait accuser le colonisateur d'être la source de tous nos maux. Ces images exactes, je me souviens les avoir vues sur l'écran du cinéma Apollo où je passais mes dimanches après-midi. Devant des spectateurs sceptiques et muets, la voix du commentateur clamait que la nation protectrice avait décidé que nous aurions un autre sultan et que son nom était Mohamed Ben Arafat. De descendance berbère ou fuyant l'inquisition espagnole, l'histoire du Maroc ne saurait être racontée sans parler de ses citoyens d'origine juive. Marocains à part entière, la France, en leur offrant l'émancipation, s'assura de les éloigner de leurs frères musulmans. Forts de 250 000 âmes, ils ne sont plus aujourd'hui que 12 000. Pourtant, personne, ni eux ni les Arabes, ne semble avoir souhaité leur départ vers Israël, la France ou le Canada. Leur exode est sans doute le résultat des effets convergents de la montée du nationalisme arabe et de la création de l'État d'Israël. Ils sont en pays musulman la vitrine, la seule au monde, du rêve d'une coexistence judéo-arabe. Toujours en quête de mon passé, le hasard fit que sans le chercher, je retrouvai un cousin de mon père et son meilleur ami d'enfance, Aaron. Vous avez maintenant des sœurs? J'ai 3 sœurs, je suis marié. Oui. Ah, bien, c'est bien. Eh bien, attends, vous avez des enfants? Un enfant, un garçon. Eh bien, voilà, le voilà qui est grand-père. Moi, je me suis marié sur le tard, âgé. Il y a à peine 4 ans que je suis marié. Vous n'étiez pas marié avant? Non, non, non. Alors, voilà, le hasard a voulu. Mais jusqu'à l'âge de 73 ans, 74 ans, je n'étais pas marié. Eh ben, vous êtes un vieux garçon, alors? Voilà, j'étais un vieux garçon, maintenant, ça y est. Et dire qu'il n'y a pas longtemps, nous étions des gamins. On se baladait tous les soirs. On avait l'habitude d'aller, par exemple, au Mellah, d'un côté à l'autre. Vous savez, on était au Mellah tout seul. Pas un seul arabe. Maintenant, il n'y a plus de juifs au Mellah.
Écoutant d'une oreille distraite ce guide qui me présentait la face officielle du Mela, je laissais traîner mon imagination sur chaque pierre, chaque balcon, chaque maison où ma famille avait vécu. On a toujours vécu. Bien sûr, on a tous, ma génération, on est tous nés ici et on a vécu ici. Enfant du sud marocain, mes souvenirs de Fès, bien que fort riches, se limitaient à 2 visites. Ma première piqûre de guêpe et la mémoire fertile de mon père, né dans cette ville, qui sut m'en communiquer l'amour, en meublant l'imaginaire de mon enfance. Venir de se servir chez les commerçants turcs. أنا راني صابر نستنى وبالك لا تنساني هاي ويلي ويلي Comme en pèlerinage, je refaisais le trajet que des membres de ma famille avaient dû suivre quotidiennement à d'autres époques. À chaque pas, j'ai eu l'impression de remonter le cours de l'histoire. J'arrivais de nuit avec des bougies allumées, chantant quatre chansons en arabe. Et la jeune mariée, le marié entrait là, une partie du cortège entrait, l'autre attendait ici, puis après le bain, de nouveau le même cortège, le même chant avec des bougies, la jeune épousée retournait chez elle. Mes ancêtres ont survécu ici, parfois dans la peur, parfois dans la tolérance, dépendant de la relation qu'ils avaient avec le sultan protecteur. À chaque image, sur chaque visage, il me semble reconnaître mon père, un oncle, un ami de la famille. Nous sommes ici dans la rue de Fascine, une des plus anciennes du quartier. Et là, juste là au bout à gauche, vous voyez cette petite porte, c'est la porte de la plus ancienne synagogue du quartier, qui s'appelle d'ailleurs synagogue des Fascines. Probablement parce que les fidèles ici étaient les plus anciens Fassis, les plus anciens habitants de la communauté de Fès. C'est devenu malheureusement maintenant un atelier, on voyait un atelier de tissage. Tout comme à Marrakech, par choc violent et inattendu, le Maroc d'aujourd'hui m'extirpe du souvenir pour me confronter au présent. D'âge scolaire, ces fillettes, pour subvenir aux besoins de leur famille, travailleront 12 heures par jour dans cette synagogue désaffectée, fabriquant des tapis pour ces riches marchands de Fès. Comme une constante sans fin, la misère renvoie dos à dos le présent et le passé. Et pourquoi vous êtes parti quand les Marocains ont eu leur indépendance? J'ai jamais su pourquoi mon père a décidé de partir. Et alors, je lui ai dit, je ne sais pas. Depuis qu'il est parti, il n'a jamais écrit, il n'a jamais rien dit. On ne sait jamais. On n'a jamais eu aucune nouvelle de lui. Si un message à faire à mon père, quel message voulez-vous que je lui fasse? Eh bien, je lui ai dit que je suis content d'avoir connu son fils et que je ne l'ai jamais oublié. Je suis content de vous avoir connu, d'avoir eu des nouvelles de lui, de savoir qu'il est encore vivant. Et je lui souhaite beaucoup de bonheur, une longue vie, etc. Je serai heureux de le revoir. Eh bien, je vous souhaite la même chose. Ouais. Voilà. Il y a d'autres tombes bâtiments par ailleurs. Je transmis à mon père, qui reçut avec joie le message de son cousin Aaron. Mais sans le savoir, lorsque pendant ce voyage j'étais allé à la découverte des tombes de mes ancêtres, je ne savais pas qu'un an et demi après, mon père allait mourir, premier de sa lignée à être enterré au Canada, loin du Maroc, loin de la terre où il avait vu le jour. Arrière-grand-père et son fils, votre grand-père, à notre fils. C'est pas la fille de Simon. Ah, voilà. Voilà, Maklouf. Maklouf, c'est votre grand-père. Benjamin doit être à côté. Ça, c'est un grand rabbin, exactement. حيا على الصباح
Si le rassemblement était strictement interdit pour les musulmans marocains, la mosquée fut vite un lieu privilégié de rencontre. L'Européen ne pouvait pénétrer en ces lieux sans profaner. Alors très vite, les mosquées du royaume devinrent les lieux privilégiés pour fomenter la lutte insurrectionnelle contre l'oppresseur. Le 11 septembre 1953, alors que le nouveau sultan Arafat se rend à la mosquée pour prier, il est attaqué par un jeune nationaliste fougueux. Manquant de justesse l'assassinat, le geste d'Allah Ben Abdallah allait déclencher chez le peuple, même non politisé, une fureur trop longtemps réprimée. Le mot d'ordre était lancé. La réplique française fut tout aussi violente, dirigée par ce même général Guillaume qui s'était juré de faire manger de la paille aux Marocains. Face au danger, même la culture devint un outil de résistance. Deux civilisations s'opposaient, deux mondes se confrontent. Nous nous sommes trouvés en face d'un empire historique et indépendant, jaloux à l'extrême de son indépendance et rebelle à toute servitude. Jamais ces phrases écrites en 1916 à propos du Maroc par le proconsul le maréchal Lyautey n'avaient semblé aussi justes. Mais Lyautey écrira aussi « La plèbe et la muflerie française s'en donnent ici à cœur joie ». Combien de temps encore la France s'obstinerait-elle à affirmer sa supériorité sur cette nation vieille de 12 siècles? Lorsqu'il était encore au pouvoir, Sidi Mohamed avait aidé à réorganiser la célèbre Karawine de Fès. Université théologique fondée au IXe siècle, gardienne farouche de la foi et de la tradition, la Karawine s'avérera une pépinière de résistants qui, n'ayant jamais accepté l'acte sacrilège que fut la déposition du souverain, travaillera sans relâche pour son retour. Ce jour du 16 novembre 1955, j'étais un dans cette foule en liesse. Je me souviens clairement de cet instant où l'avion ramenant le roi fit irruption dans le ciel marocain. Pour la première fois, le Maroc tout entier, comme un cri du cœur retenu trop longtemps, se mit à hurler « Ahya al-Malik » « Vive le roi !» La France, déjà embourbée en Algérie, finit par céder à la résistance de tout un peuple. Le retour du sultan Sidi Mohamed en 1955 précédait l'indépendance et la réunification des Marocs français et espagnols. C'est ainsi que devait prendre fin une parenthèse de 44 ans dans l'histoire de la nation marocaine. La France laissait derrière certes des cicatrices, mais aussi un pays moderne avec toutes ses infrastructures. Le temps de la réconciliation était arrivé. Le Maroc veut son indépendance, c'est un fait, et je suis sûr que ce n'est pas la France. Elle ne pourrait pas le faire sans renier son passé et ses traditions, que ce n'est pas la France qui nous renierait notre droit à l'indépendance. Mon peuple, mon jeune peuple, qui a été auprès de vous et qui restera auprès de vous, compte sur la France, compte sur les Français, compte sur leur intelligence et compte surtout sur le patrimoine commun de nos deux civilisations
pour que nous réussissions l'expérience que nous sommes en train de tenter, car nous ne pouvons pas nous permettre de la manquer. Le peuple, uni dans sa lutte contre le colonisateur, ne laisse pas de répit au nouveau pouvoir. Il commence à poser des questions, à faire des comptes. Sidi Mohamed répondra, l'indépendance n'est pas une fin, mais un moyen. Il ajoutera pour son fils, nous avons surmonté une dure épreuve, mais sache que la route que nous devons parcourir sera longue et difficile. Le 3 mars 1956 sera dorénavant reconnu comme la date de l'indépendance du Maroc. Dans le royaume reconquis, le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef sera consacré et connu comme le roi Mohamed V. Il aura comme première responsabilité de doter son pays d'une constitution, d'une armée et d'un gouvernement. اللهم اجعله امينا على هذه الامه اللهم انصره ولا تنصر عليه اللهم اجعل الخير على يديه اللهم ارحمنا بالمطر اللهم ارحمنا بالمطر اللهم اجعلنا مؤمنين تائبين طائعين لله رب العالمين اللهم اجعل هذه الحفله المباركه في سبيل الله اللهم اجعل هذه المجموعه من المعلمين هؤلاء الذين يقومون بهذا العمل اجعله خالصا لله في صحائفهم يوم لقاء الله. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. قول عشق بالليل صلي عليه يا الله اللهم صل عليه. Pour retrouver sa liberté, le peuple marocain a dû sacrifier des milliers de ses enfants. Aujourd'hui, 1500 garçons seront circoncis selon les préceptes de l'islam, pour symboliser par le sacrifice l'alliance de Dieu avec Abraham. De sacrifice en sacrifice, le Maroc a accédé au XXe siècle. Entre la colonisation et la tradition, la monarchie et la démocratie, le passé et le présent, ce peuple saura-t-il trouver l'équilibre qui lui permettra de conserver ses origines et être une nation moderne. Au milieu de ces cris stridents, de ma propre angoisse, de ces mères en larmes et de cette musique douce qui tentait de masquer tant de douleurs, j'ai eu l'impression de toucher l'âme du Maroc. Jamais, sinon en ces lieux, je n'ai senti avec autant d'intensité la force d'une foi, le dévouement d'un peuple que rien ni personne ne semblait pouvoir abattre.
Promettant l'avènement d'une monarchie constitutionnelle, Mohamed V formera son premier cabinet de coalition, accordera à tous les citoyens marocains le libre exercice des droits et libertés publiques et s'affirmera très vite un grand leader parmi les nouveaux pays indépendants du tiers-monde. À 28 ans, après avoir été nommé chef des forces armées royales, Moulay Hassan sera désigné prince héritier, successeur légitime au trône alaouite. Mohamed V se fixe un double objectif qui va dominer la vie du Maroc contemporain. Faire coexister l'islam avec des institutions modernes et allier légitimité du trône et souveraineté populaire. Avec cet héritage qu'il lègue à son peuple, Mohamed V meurt le 16 février 1961 pour être remplacé par le roi Hassan II. Au Maroc, tout, de la geste nationale aux petites misères de la vie quotidienne, se dit et se fait en musique. Les Marocains sont un peuple de chanteurs et de danseurs. Nous avons rencontré un peuple aux réserves de bonheur inépuisables. Le malheur peut l'atteindre, mais rarement l'abattre. On a souvent comparé le Maroc à un arbre qui prend ses racines en Afrique noire et dont le feuillage se répand en Europe. Reste à savoir si cet arbre sera assez bien irrigué pour permettre de nourrir tout un peuple. Deux ans après que le Maroc eut fêté sa liberté retrouvée, mes parents décidèrent brutalement, en tant que juifs, que nous quitterions le Maroc. Mon père pour ne plus jamais y retourner, moi pour y revenir 26 ans après, renouer avec mon passé. Mais dans cette quête du temps perdu, j'allais découvrir avec les yeux de l'adulte un Maroc de 23 millions d'habitants bien différent de celui que j'avais connu dans mon enfance. Entre ce passé idéalisé et ce présent souvent déchirant, la mémoire allait ravaler le souvenir.